Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Norman Ajari. Je suis docteur en philosophie. Je travaille essentiellement sur des questions qui concernent la théorie critique de la race, la philosophie africaine, afro-diasporique, afro-descendante, euh, et des questions généralement de philosophie sociale et politique. Je vais enseigner à partir de l'année prochaine à l'université Villanova de Philadelphie. Voilà. Et donc tu viens de sortir un livre, là, il y a un mois, qui s'appelle La dignité ou la mort, éthique et politique de la race. Et donc j'avais envie de te demander, voilà, d'où part l'idée de ce livre, comment ça t'est venu d'écrire ça, de quel manque ou de quelle envie? Hmm. En fait, bon, de quel manque? C'est une bonne question, une bonne manière de commencer, puisqu'effectivement, bon, si on fait un livre, c'est souvent qu'on on sent un manque dans l'existant. Et effectivement, si je me suis mis à travailler sur ces questions-là, c'est parce que il me semblait au départ qu'il y a un certain manque en ce qui concerne les travaux sur les auteurs afrodescendants, africains en philosophie dans notre contexte. Mais au-delà, évidemment, travailler sur ces auteurs-là dans un contexte ou dans une situation où ils sont généralement discrédités, où ils sont généralement considérés comme soit n'étant pas des auteurs sérieux, soit ne faisant pas partie du véritable corpus ou du véritable canon de la philosophie, ça a immédiatement une dimension qu'on pourrait qualifier de pré-politique, de politique, peut-être même de quasi-politique, en tout cas qui recoupe avec la politique. Et ça, c'est peut-être un autre manque ou un autre besoin, disons, auquel ce livre répondait, c'était de considérer ce contexte et de considérer le contexte dans ses manifestations les plus pratiques, les plus politiques. J'ai commencé à travailler sur cette question de la dignité, puisque c'est ça l'un des thèmes fondateurs ou des thèmes centraux du livre, à un moment où les questions des violences policières, notamment concernant les populations des quartiers populaires, étaient en train d'être remises sur le devant de la scène. Et ça permettait d'agréger pas mal de questionnements, pas mal de mobilisations militantes politiques. Il y a eu notamment 2 marches qui se sont faites au nom de marches de la dignité. Marches de la dignité de personnes issues des quartiers, notamment noirs et arabes. Effectivement, à la base, cette notion de dignité, je n'étais pas spécialement, au cours de mes études de philosophie, un grand fan, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas considéré que c'était une notion d'un grand intérêt quand je lisais ça chez Kant, quand je lisais ça chez des auteurs de la tradition européenne comme Habermas aujourd'hui, des sociodémocrates. C'était pas forcément une notion qui me parlait. Au contraire, je la trouvais plutôt floue, plutôt, disons, comment dire, vague et pas très politique, ou en tout cas certainement pas politique dans le sens, disons, de critique de la violence policière et de la violence de l'État qui pouvait m'intéresser. Mais en voyant, en constatant, en participant à tels événements et en voyant que la notion de dignité avait une espèce de centralité dans les revendications des mouvements de l'immigration, en me rendant compte, en me renseignant sur l'histoire, en voyant que c'était le cas depuis un petit moment, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant autour de cette notion de dignité. Et après, en m'intéressant à ce qu'il y avait pu avoir en langue anglaise, je me suis rendu compte que la notion de dignity, c'était exactement la même chose, exactement le même poids, exactement le même intérêt qu'il avait pu avoir dans l'histoire des afrodescendants. Et alors, comme ça a pu me permettre, autour de cette notion de dignité, de recouper, disons, ces deux intérêts, de pouvoir m'intéresser à l'histoire de la pensée, c'est de revaloriser l'héritage philosophique, théorique, africain et diasporique, et en même temps pouvoir m'intéresser à quelques questions brûlantes, contemporaines, qui concernent notre rapport à la violence sociale, à la violence politique dans les pays occidentaux, dans sa dimension notamment raciale et raciste. Et tu dirais que ton livre, du coup, il est destiné à qui? Hmm. Bah, je pense, je pense il est destiné à tous à tous ceux qui sont intéressés par ces questions. Évidemment,
j'espère que les personnes d'ascendance africaine vont y trouver un intérêt particulier, dans le sens où ce sont des personnes qui, à mon avis, partagent un certain nombre des expériences que je peux décrire dans le livre, ou qui, en tout cas, estiment qu'ils auraient, ou peuvent estimer qu'ils auraient un intérêt spécifique à se réapproprier un certain nombre d'auteurs de l'histoire noire dont je fais état dans le livre. Évidemment, Fanon, évidemment, Césaire, évidemment, bien d'autres, comme des moins connus comme Eboussi Boulaga, sur lequel je m'attarde, etc. Mais je pense que le livre, au-delà, peut intéresser quiconque a un questionnement qui concerne l'histoire de l'Europe, dans ce que cette histoire comporte comme versant de déshumanisation. Comment est-ce que les conceptions, les notions de l'humanité dominante européenne ont été intrinsèquement liées à des formes de déshumanisation? Ça, c'est une question qui est évidemment centrale pour moi dans le livre, et je pense, en tout cas c'est le pari que je fais, qu'en s'intéressant à des événements historiques singuliers, particuliers, en tenant à cette espèce de particularité, cette espèce de singularité comme celle de l'histoire des Noirs, de la constitution de cette catégorie ou de cette population, de cette, comment dire, essence historique nègre dont je fais état dans le livre, je pense que cet attachement à l'étude la plus exhaustive possible, même si évidemment c'est impossible, mais la plus attentive possible à des singularités, ça nous permet de réfléchir également à ce qui ne sera peut-être pas des analogies, comme ça a été peut-être trop souvent fait dans certains courants, mais en tout cas à s'intéresser à des rapports qu'on peut faire. Des rapports qu'on peut faire entre d'autres formes de déshumanisation, entre d'autres formes de violence sociale. Comment est-ce que considérer d'autres types de violences, les mettre côte à côte, peut nous permettre de les éclairer les unes les autres? C'est ça qui m'intéresse. Et donc je pense que toute personne qui a un intérêt pour ce type de questions peut trouver un éclairage nouveau, peut peut-être éventuellement décentrer son regard et enrichir ses idées en s'intéressant à un ouvrage comme celui-là. Donc voilà, il est destiné à toutes les personnes, in fine, qui s'intéressent à la question de la violence, de ses conséquences et à l'histoire de la pensée noire notamment. Et tu disais en gros que tout à l'heure que ton travail un peu dans ce livre, c'était de remettre un peu au bout du jour le côté incandescent du concept de dignité par rapport à son usage un peu usé ou galvaudé dans la philosophie occidentale ou même dans les médias et dans la politique. Et donc, comme l'indique un peu le titre de ton ouvrage, La dignité ou la mort, on a l'impression que ta démarche du coup c'est d'inscrire cette idée de dignité dans le cadre d'une lutte pour la survie, quoi. La dignité ou la mort. Et donc je voulais te demander pourquoi, selon toi, la dignité c'est une affaire de lutte ou une question de vie ou de mort. Bien, en fait, je pense que la situation des afrodescendants depuis les débuts de la modernité, c'est-à-dire, disons, depuis les débuts de la traite transatlantique, est marquée par ce que j'appelle dans le livre l'indigne, c'est-à-dire une espèce de situation d'indifférenciation entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'évidemment, même si on a parfois usé, à mon avis improprement, de la catégorie de génocide pour définir la situation des populations qui ont été déportées, qui ont été transbordées, en réalité, ce qui caractérise à mon avis leur situation, c'est qu'ils ont été tenus pour des corps qui, comme le dit très bien le Code noir, sont des biens meubles, chattel en anglais, dans leur catégorisation, dans la catégorisation des colonies américaines de langue anglaise,
ils ont été considérés comme des êtres assez étranges qui sont dans une espèce d'interstice entre la vie et la mort. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est cette position interstitielle qu'ont pu occuper dans l'histoire les corps noirs et qui, à mon avis, continue encore d'une certaine façon aujourd'hui. On a beaucoup parlé dans les débats en philosophie de la question de la biopolitique, c'est-à-dire le faire vivre, le laisser mourir. On a aussi parlé, dans une certaine mesure, de ce qui s'est appelé la thanatopolitique, c'est-à-dire, pour le coup, le faire mourir. Moi, ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est quelque chose que Achille Mbembe a appelé la nécropolitique, et qui est, à mon avis, j'essaie de reconsidérer un petit peu son concept, qui n'est pas une autre manière de tuer, mais une manière de déplacer systématiquement et fréquemment les frontières de la vie et de la mort. Et ça, bon, on en a diverses attestations, mais si on se souvient de ce qui s'est passé après la mort de Michael Brown à Ferguson, Missouri, un des événements qui ont marqué ou qui ont enflammé les débuts du mouvement Black Lives Matter, qui s'est évidemment après, allez, on peut dire ça comme ça, quelque peu embourgeoisé, qui a pactisé avec le pouvoir, etc. Mais on avait au début, si j'ose dire, une véritable flamme militante et activiste qui s'est allumée à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que, à mon avis, cette question du rapport entre la vie et la mort est centrale et mérite d'être considérée pour elle-même? Le corps, après qu'il ait été tué, de Mike Brown, a été laissé sur le sol brûlant, le macadam brûlant pendant environ 4h30. La police, arme au poing, empêchait la famille d'approcher le corps. Quand on a enfin pu évacuer le corps pour l'emmener à la morgue, évidemment, les riverains qui s'étaient massés là, qui demandaient à ce que le corps soit évacué depuis un bon moment, ont improvisé là une espèce de mémorial. Voilà, on apportait des ours en peluche, on apportait des fleurs, enfin vous connaissez l'affaire. Là, peu de temps après, un flic de la brigade cynophile amène son chien pour qu'il pisse sur les couronnes de fleurs et sur les ours en peluche. Et peu de temps après encore, on a des voitures de police qui arrivent là et qui roulent sur le mémorial improvisé, qui détruisent tout ce qui s'y trouvait. Cet événement, qui peut sembler anecdotique, en réalité, nous rappelle pas mal de choses, pas mal dans l'histoire, non seulement des États-Unis, mais aussi dans l'histoire de la colonisation africaine, une espèce de rage ou une espèce de hargne, une espèce d'obstination à tuer ceux qui sont déjà morts, à instituer des situations où les vivants ne sont pas en capacité de faire le deuil de ceux qui ont été tués, des vies qui ont été détruites par l'État. Une espèce de violence qui excède le simple fait de tuer, le simple acte de tuer. On va vous harceler, on va vous poursuivre jusque dans votre propre mort. Même les spectres, même les fantômes ne sont pas dans des positions où ils peuvent trouver le repos. Voilà le type de phénomène que j'ai essayé de réfléchir dans le livre et le type de situation que j'ai essayé de considérer, cette espèce de complication du rapport entre la vie et la mort. Et essayer de comprendre comment, dans son histoire, l'expérience noire est marquée par cette impossibilité d'être dans un rapport d'exclusivité clair, d'être dans un rapport où on sait très bien ce qu'est la vie et on sait très bien ce qu'est la mort. On est sans cesse confronté à des situations où les deux s'interpénètrent et où la mort, d'une certaine manière, vient contaminer la vie. Donc tu parles de conditions noires en termes de vie et de mort ou de dignité et de mort, mais tu as aussi une autre façon de parler de cette situation, et tu utilises pour ça le terme d'apartheid global. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu signifies par ce terme d'apartheid global?
Ouais, c'est un terme, disons, comment dire, en circulation, je pense, à partir de l'Afrique du Sud elle-même, depuis pas mal de temps. Et je pense que dès la fin de l'apartheid, j'ai pas vraiment trouvé de borne claire sur l'utilisation de ce terme, mais je pense qu'il est en usage dès la fin de l'apartheid par les militants de l'ANC, du parti de Nelson Mandela eux-mêmes, dès le début des années 90. Mais ça signifie, en somme, que la question de l'apartheid, c'est-à-dire la division des blancs et des noirs, enfin des blancs et des non-blancs en réalité, en Afrique du Sud, où il était d'une certaine manière marqué par le grand et le petit apartheid, le grand, c'est-à-dire la division entre les zones effectivement occupées par les blancs, où les blancs ont le droit de résider, et les zones où seuls les non-blancs sont tenus de résider, d'une part, et le petit apartheid était ce qu'on connaît le plus souvent quand on s'intéresse aux lois de Jim Crow aux États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des toilettes séparées, vous voyez ces espèces de micro, comment dire, logiques d'apartheid dans les espaces publics qui peuvent être traversés par des personnes des différentes races. Voilà, c'est ça la différence entre le grand et le petit apartheid. Et l'idée de l'apartheid global, c'est qu'il y a un apartheid encore plus grand, une espèce d'apartheid à l'échelle de la planète elle-même, qui n'est en réalité, si on y réfléchit, que la conséquence de la division du monde entre ce qu'on appelle aujourd'hui le nord global et le sud global, ou ce qu'on appelait avant la division entre le premier monde et le tiers-monde, puisque peu ou prou, le deuxième monde a aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancien bloc socialiste, a rejoint le premier monde. Alors, pourquoi employer la notion d'apartheid pour réfléchir à cette situation-là? Eh bien, pour bien comprendre que à cette opposition économique que signifie à la base la notion de Sud et de Nord global, se recoupe une opposition raciale, puisque ces divisions du monde sont le fruit du moment impérial, colonial, qui accompagne les débuts de la modernité depuis 1492. C'est-à-dire que le premier monde est grosso modo occupé par les Blancs, et le tiers-monde est occupé par les non-Blancs. Et l'opposition, la différence, si vous voulez, ou l'exclusivité de ces deux zones est matérialisée, au même titre que l'apartheid l'était en Afrique du Sud, par tout un type de violence. Et l'une de celles dont nous sommes, que nous pouvons constater aujourd'hui dans ce continent européen, c'est évidemment celle qui est mise en œuvre par les gardes frontières de Frontex, l'agence européenne des gardes frontières qui a été refondée il y a quelques années, avec plus de moyens, avec plus de bateaux, et qui se conduisent en réalité systématiquement comme des naufrageurs. Je cite dans le livre les dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé la mort dans la traversée de la Méditerranée, notamment des personnes de l'Afrique, du Moyen-Orient bien entendu, et qui a pu faire dire à Étienne Balibar, le philosophe Balibar, qu'on était là dans une logique qui était une logique de type génocidaire. On a une multitude de logiques d'empêchement de la traversée de la frontière, qui sont en réalité des logiques qui visent à préserver le caractère ethno-racial blanc de l'Europe. C'est, il me semble, une dimension fondamentale de la tenue à distance, au prix de leur vie, de ces migrants. Et au fond, on pourrait creuser la métaphore en disant que le traitement des immigrés en Europe, en France notamment, s'apparente lui aussi à une espèce de petit apartheid, c'est-à-dire à un type de traitement différencié à l'intérieur même de territoires, on parlait des violences policières tout à l'heure, à l'intérieur même de territoires qui sont possiblement occupés par des personnes des différentes races. Le caractère, disons, différentiel de l'usage de la violence policière, le devenir checkpoint de n'importe quel territoire à la faveur des contrôles d'identité
dit des contrôles aux faciès, du profilage racial dont nous sommes témoins, est, me semble-t-il, un des exemples frappants de la manifestation de cet apartheid global à l'intérieur même des frontières des États européens. Ah ouais, c'est vous. Désolé. Ah, c'était le frigo. J'espère qu'il n'y a rien de... Non, il y a juste du parmesan, je sais pas quoi. Non, bon, ça Il n'y a va, pas... c'est quelques- Ouais, il n'y a pas des agendas de dingue au congèle. C'est bon pour moi. Désolé pour... Pas de souci. Petit contretemps. Ok, donc on reprend. Ouais, donc cette situation d'apartheid global que tu décris aujourd'hui, tu la relis un peu à toute une histoire que tu appelles l'histoire profonde de l'esclavage, des colonies. Et cet ensemble donc qui va de cette histoire profonde à aujourd'hui, tu appelles ça la race justement un peu. Mhm. Et donc tu as investi ce concept et en fait, tu critiques la tiédeur des gens qui ne parlent de race ou de noir qu'avec des pincettes ou entre guillemets et qui s'appuient sur la science ou la biologie sans même comprendre cette science ou cette biologie pour dire que la race n'existe pas. Mhm. Et donc pour toi la race c'est pas une question de science ou de biologie, c'est une question d'histoire, de politique, d'éthique. Et donc pourquoi tu as besoin en fait de recourir à cette nouvelle forme d'essentialisme pour définir la race et comment tu penses qu'un essentialisme de la race aujourd'hui peut s'articuler une critique du racisme alors que c'est pas évident forcément pour tout le monde. Ben, ce que j'ai constaté, c'est que, notamment dans les discours politiques en France, je pense à une institution qui a été, qui a acquis pas mal de notoriété sous la présidence Hollande et sous notamment le règne de Manuel Valls en tant que Premier ministre, c'était la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et ils ont ajouté par la suite la haine anti-LGBT. Et donc, c'est une délégation interministérielle, une espèce de secteur de l'État qui avait un préfet à sa tête et qui avait pour but de lutter, soi-disant, contre les différentes formes du racisme. Et évidemment, l'intérêt de cet organisme, c'est qu'il était en mesure d'imposer la définition hégémonique, produite par l'État lui-même, de ce qu'était le racisme. Et évidemment, mettant hors de cause l'État, absolument, dans la propagation et la diffusion, la perpétuation de toute forme de racisme que ce soit. Et l'une des caractéristiques principales du discours de cette organisation, mais également de la plupart des organisations antiracistes financées par l'État, c'est une espèce de constante indifférenciation, une espèce de mélange entre la notion de race et la notion de racisme. Et ça m'a toujours frappé. C'est-à-dire que parler de la race, essayer de discuter sur la question raciale, c'est déjà être raciste. C'est-à-dire que être raciste, en gros, c'est considéré comme un synonyme de faire exister la race. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que cette conception de la manière dont les choses s'articulent est assez récente. Et parfois, on dit que les gens qui parlent de race, comme je le fais dans ce livre, et d'autres comme moi, font en réalité une espèce d'importation, font avec cette race une espèce de mauvais produit d'importation états-unien. On reprend les trucs des Américains, on essaie de faire la même chose en France. En France, on n'a jamais connu ça. C'est complètement faux. Il suffit de voir les débats qui existaient au XIXe siècle entre les différents anthropologues et la manière dont cette notion de race trouvait des sens complètement différents si elle est employée par un biologiste à tendance raciste comme un Broca, par exemple, et la manière dont quelqu'un qui vient d'Haïti, un anthropologue qui vient d'Haïti comme Anténor Firmin, emploie cette notion de race et lui donne une valeur plus positive et essaie de tendre vers l'égalité en mobilisant cette notion de race. En mobilisant cette notion de race et en précisant bien qu'elle n'est pas, si vous voulez, une notion biologiquement stable et qui, donnerait un destin à différentes populations, quand bien même on en constaterait les différences. Cette notion de race, c'est une notion qui est une espèce de champ de bataille dès le départ, dès le moment où elle apparaît dans le domaine des sciences positives et des sciences humaines et sociales. Dès le départ, c'est une notion contestée, dans la langue française elle-même. Et même si je ne fais pas état de cette histoire dans le livre, en réalité, c'est là-dessus que je m'appuie. J'essaie de tenter de montrer que
le racisme, c'est une question de pouvoir, une question de violence politique, et très souvent, le plus souvent, une question qui nous ramène à la question de l'État. C'est une façon, poser la question de la race, c'est d'emblée poser la question du pouvoir, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire poser la question de l'État en réalité. C'est ça que j'essaie de ramener, que cette question du racisme, elle nous conduit à ça, et que la question de la race, c'est la question des sujets, la question des individus qui sont confrontés à ce pouvoir de l'État. Bon, voilà ce que j'ai tenté de montrer. Et pour ce faire, effectivement, je suis obligé de recourir à l'histoire et de penser la manière dont les individus, ce qu'on appelle aujourd'hui parfois les racisés, sont dans une situation où ils ne peuvent pas ne pas être, par exemple, des Noirs, quand ils sont catégorisés ainsi. Pas une question de choix. J'emploie cette notion d'essence, tout simplement, pour bien souligner qu'on est dans des situations où il n'y a pas une simple assignation vaporeuse qui nous est attribuée à un moment donné, on ne sait pas trop quand. Cette dite assignation est tout sauf vaporeuse et, en réalité, elle précède même notre naissance. Ça, c'est un des points que je développe. On a beaucoup, c'est une tendance qui est quand même générale et que je ne critique pas puisqu'elle est légitime, mais la manière dont on pense en philosophie politique et même de façon pratique lorsque on s'engage, la manière dont on pense la violence sociale, c'est très très souvent sur le mode de l'aliénation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ce qui est matriciel là-dessus, c'est un truc de base, c'est la façon dont le problème est posé par Jean-Jacques Rousseau dès le début de son fameux texte sur le contrat social. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. On connaît tout ça. Et fondamentalement, c'est une espèce de schéma, si vous voulez, un petit peu optimiste, même s'il y a une espèce de lourdeur, si vous voulez, l'homme est partout dans les fers. Il y a une espèce d'idée optimiste qui est que l'homme naît libre. Et ça, c'est fondamentalement quelque chose qui va être, si vous voulez, une espèce de tournure d'esprit de la pensée émancipatrice européenne qui va être présente, y compris, évidemment, chez Marx et dans toute l'histoire du marxisme. Même l'exploitation, d'une certaine manière, quoi qu'en puisse dire Althusser, est une forme d'aliénation à cet égard-là, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous naissez, c'est-à-dire où vous apparaissez dans le monde doté de certaines propriétés, et après la violence sociale du capitalisme va vous en déprendre. Vous allez perdre quelque chose dans ce processus-là. Et on remarquera que la seule métaphore dont Rousseau peut user, parce que là, dans le contrat social, évidemment, il va critiquer la violence du souverain, le pouvoir inique de la monarchie absolue, etc. Il est obligé d'utiliser la métaphore de l'esclavage. Les fers, c'est les fers de l'esclavage. Il essaie de montrer aux Européens qu'ils ne doivent pas tolérer la monarchie absolue, tout simplement parce que c'est comme de l'esclavage. Mais cependant, il ne critique pas l'esclavage qui existe à son époque lui-même. Il ne critique pas le code noir, on connaît ça. Bon, cette forme de l'aliénation, étonnamment, elle ne marche pas avec les esclaves. Pourquoi ? Parce que l'une des caractéristiques principales de l'esclavage, c'est qu'il est défini, notamment dans les Amériques de langue anglaise, mais aussi par exemple au Brésil, où il y a cette locution, par une locution qui dit « partus sequitur ventrem ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie la progéniture suit l'utérus. C'est-à-dire, grosso modo, une femme esclave accouche d'un nouveau-né et il est immédiatement esclave. C'est-à-dire que vous ne naissez pas libre. La condition noire, la condition de l'esclave noir est une condition où il n'y a pas d'aliénation à proprement parler. C'est-à-dire que la naissance elle-même est d'emblée synonyme d'une appartenance à une essence de moindre valeur. C'est d'emblée être une autre forme d'humanité, une forme d'humanité dégradée. Et il me semble que ce schéma-là est encore valable pour penser la condition noire aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme le dit une blague commune,
quand vous êtes noir, vous n'avez pas besoin de l'annoncer à vos parents, quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas une nouvelle, quoi. On le constate d'emblée. Il y a quelque chose de l'évidence, de l'identification. Pour des raisons qui sautent aux yeux de tout le monde. Donc c'est ça que j'ai tenté de montrer en mobilisant cette notion d'essence, c'est-à-dire que c'est pas une aliénation, c'est pas quelque chose qui arrive. Ça tient d'une condition, et c'est bien pour ça qu'on a parlé très souvent d'une condition noire. Cette condition noire, justement, dont tu parles, tu l'as décrit donc comme une condition d'opprimé, mais pour autant, tu ne fais pas un usage immodéré du terme racisé, justement, et tu n'abordes pas cette condition noire sous le prisme exclusif de la souffrance, en la fondant sur une espèce de discours victimaire, etc. Et justement, tu opposes à ce discours victimaire sur la condition noire une politique de la puissance. Et on retrouve aussi, par exemple, cette opposition dans le féminisme entre un féminisme victimaire et un féminisme plus affirmatif, plus puissant. Et donc, voilà, comment tu définirais cette position et qu'est-ce qui te semble dans les formes de résistance qui existent aujourd'hui à l'apartheid global, qu'est-ce qui te semble correspondre à cette politique de la puissance? Eh bien, il m'a semblé effectivement que en mettant en miroir la dignité et la mort, eh bien, on avait une possibilité de ne pas sombrer dans cette espèce de, comment dire, pour le dire vite, une forme sommaire d'afropessimisme. C'est-à-dire que il ne s'agit pas, bien entendu, d'être non plus dans l'afro-optimisme le plus échevelé, de dire qu'on a une espèce d'invincible puissance noire qui fait que, dans tous les cas, on va s'en sortir, qu'on a tout vécu, on a tout fait, et que de toute manière, jamais notre étoile ne flétrira, ou ce genre de choses. Mais simplement, effectivement, prendre acte du fait que la résistance a été constante et que même des événements qui sont généralement à l'intérieur même de certaines branches des mouvements noirs sont interprétés comme des formes d'aliénation ou d'abrutissement, comme par exemple ce dont je parle dans certains chapitres du livre, la christianisation, l'évangélisation des Noirs, a été consubstantielle de formes révolutionnaires, de l'invention de nouveaux types de formes révolutionnaires adaptées à la situation des esclaves ou des colonisés. Ça me semblait important d'insister là-dessus, d'essayer d'avoir toujours cet endroit et cet envers de la médaille ici. De voir que cette forme de mort, dont j'ai parlé tout à l'heure, à laquelle les Noirs me semblent être assignés dans le Nord global, et même dans une certaine mesure également en Afrique sous les régimes que l'on sait, eh bien, que cette position-là était aussi d'une certaine manière grosse de possibilités et de potentiel. Alors, quels sont les types de modalités politiques qui me semblent aujourd'hui pertinentes? C'est une position que j'aime pas spécialement occuper, de vouloir, essayer de faire le juge et celui qui donne des bons ou des mauvais points à ce qui existe. Mais enfin, en France, la présence d'un mouvement dit décolonial me semble quelque chose qui est l'apparition, dont je fais bien sûr état et auquel que j'embrasse dans le livre, me semble être une chose extrêmement positive et extrêmement nécessaire pour répondre à tous les problèmes dont je parle, à l'échelle possible qui est celle du Nord global qui est le nôtre. C'est-à-dire que
les réponses extrêmement courroucées, les différentes tribunes qu'on voit et également les types de rétorsions institutionnelles qu'on connaît où on essaye d'interdire des événements culturels, où on essaye de renvoyer des enseignants, montrent bien qu'il y a là quelque chose qui touche précisément à des éléments de l'idéologie ou de l'hégémonie, du discours hégémonique d'État qui semble important à toucher. Il semble que ce qui s'est abrité sous le vocable de décolonial en ce moment en France, c'est quelque chose de fondamental. Et beaucoup plus que a pu l'être ce qu'on a appelé le postcolonial il y a 8 ou 10 ans, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui naît d'organisation politique. C'est ce qui a été porté d'abord par le mouvement des indigènes de la République, puis par le PIR, qui a été repris après par toute une espèce de, de réseau d'autres organisations, d'autres types de mouvements, comme récemment Décoloniser les arts pour les mouvements de ce qui concerne la création contemporaine. Tout ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez important dans le sens où c'est pas juste l'appropriation de discours universitaires de Edward Said ou de Gayatri Spivak, c'est quelque chose qui vient de certains mouvements sociaux et dont les intellectuels, tels que moi ou d'autres, sont tenus de s'inspirer. Toi, du coup, tu parles depuis une particularité qui est la particularité noire, et de cette particularité. Et tu soulignes toi-même, au début de notre entretien, qu'il y a quelque chose d'un peu universel dans cette particularité qui fait que tout le monde peut s'y intéresser, puisque, au fond, ça révèle aussi les processus de déshumanisation dans l'histoire occidentale. Et du coup, à partir de là, comment tu conçois un peu l'articulation justement entre quelque chose qui serait une politique, une éthique de la race, comme est sous-titré ton bouquin, et les autres formes de lutte qui existent aujourd'hui, comme par exemple que ce soit la question sociale, la question écologique, la question féministe, etc. C'est assez difficile de répondre à ce type de questions, dans le sens où il y a souvent, effectivement, une espèce d'injonction à l'articulation, si vous voulez, qui fait que la particularité ou la singularité est difficile à penser. Mais après, elle est difficile à penser, mais dans la pratique, ça se fait tout le temps, d'une certaine façon. Parce que le nègre n'est jamais qu'un nègre. Il est aussi un prolétaire. Elle est aussi une femme. Elle est aussi d'autres choses où elle est nécessairement confrontée au même problème que n'importe quelle autre travailleuse, n'importe quel autre travailleur. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est important, ce qui me semble fondamental dans la question noire que j'amène, c'est de voir comment, le fait que les Noirs existent dans les autres organisations, par exemple, pas mal d'organisations politiques ont des membres qui sont noirs, qu'est-ce que leur présence pose de questions à ces organisations-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des formes de négrophobie qui se déroulent, qui ont lieu, qui ont des effets à l'intérieur de ces autres organisations-là? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut penser à ce niveau-là une espèce de dialogue un petit peu plus serein ou une collaboration un petit peu plus aisée avec des personnes qui, souvent, sont confrontées, alors même qu'ils essaieraient, si j'ose dire, d'être engagés dans des formes de lutte classiques, traditionnelles, anticapitalistes, syndicales, etc., sont confrontés à des murs tels que les murs de la négrophobie et où ils subissent, si vous voulez, des situations où ils se sentent délégitimés, etc., etc. Donc je pense que cette question dite de l'articulation commence par là.
Elle commence par là parce que je suis convaincu qu'avant d'articuler, il est très important de penser les oppositions et les points de friction. C'est-à-dire que ce qui me semble plus important, peut-être, nécessaire pour pouvoir atteindre ce moment de l'articulation, c'est de penser les situations où, le féminisme est incompatible avec l'antiracisme, par exemple. Ou de penser à quel moment l'anticapitalisme est incompatible avec l'antiracisme ou le féminisme. Pas incompatible dans l'absolu, pas incompatible en vertu de quelques lois éternelles ou de quelques, priorités qui seraient substantiellement attribuées à telle ou telle lutte. Mais en pratique. C'est-à-dire, il y a en ce moment une conversation, par exemple, qui a été lancée de manière, à mon avis, extrêmement importante par le philosophe états-unien Tommy Curry, dans un ouvrage fondamental qui s'intitule The Man Not, et qui parle de la manière dont les formes dominantes de féminisme, et même des formes de féminisme qui, en France, sont considérées comme extrêmement subversives, comme le black feminism, etc., ont constitué une image ou une représentation de l'homme noir, de la masculinité noire, qui en réalité recycle des tropes, l'homme noir comme violeur, l'homme noir comme quelqu'un qui n'est pas capable de s'occuper de sa famille, comme quelqu'un qui abandonne ses enfants, etc., etc. Comment jusque dans ce discours intersectionnel ou ce discours du black feminism recycle des tropes qui sont des tropes racistes du suprémacisme blanc. Et comment, en vertu d'une espèce de légitimation du fait que ce discours est un discours féministe progressiste, ces tropes du Ku Klux Klan passent malgré tout et, la masculinité noire est délégitimée comme masculinité, comme étant partie prenante de la masculinité hégémonique, et on ne se rend pas compte qu'en réalité, sous-jacent à ça, c'est un vieux discours raciste, colonialiste, esclavagiste, qui est, déversé en sous-main. Ce type de choses, si vous voulez, ce type de tensions qui sont d'une certaine manière déplaisantes à aborder, parce que on n'a pas envie de dire qu'il y a de telles choses qui nous gênent dans des mouvements qu'on apprécie comme le black feminism, comme l'afroféminisme, comme l'intersectionnalité. On n'a pas envie de dire des choses comme ça. Mais c'est une responsabilité, je pense, que d'être attentif à ces tensions et surtout, de prendre langue avec les sœurs, les frères, les camarades qu'on a là-dessus pour essayer de résoudre ces problèmes-là, mais en les affrontant avec tout le désir de vérité et de véridiction qu'on peut avoir. Et du coup, toi qui es attentif un peu à tous ces points de friction, de quel œil tu vois aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'il me semble y avoir un peu deux points de contact évidents avec le propos de ton livre. C'est que d'un côté, les Gilets jaunes, ils mettent au cœur de leur récit expérientiel la question de la dignité, qui est la dignité retrouvée dans la lutte contre l'indignité, justement. Et deuxième point de contact, c'est qu'ils reposent de manière un peu lancinante la question des violences policières qui étaient autrefois cantonnées justement aux banlieues ou aux manifs d'extrême gauche, quoi. Et pour autant, si on accepte la présence du comité Adama dans les cortèges parisiens, il semble que les Gilets jaunes laissent un peu de côté la question de la race. Et donc voilà, je voulais te demander un peu ce que tu pensais de tout ça. Bon, disons, on a connu une évolution quand même assez notable dans ce mouvement des Gilets jaunes, puisqu'au départ, je ne sais pas si c'était une lentille déformante médiatique ou si c'était vraiment comme ça que le mouvement a été politisé dès le départ, mais il y avait, si vous vous souvenez bien, l'idée au départ qu'on avait une grosse composante xénophobe dans ce mouvement. Il y avait l'idée que, c'était des gens qui agressaient les femmes voilées, que c'était des gens qui, dénonçaient des migrants clandestins aux flics, etc. Ça faisait partie, si vous voulez, dans les premiers jours ou les 2 premières semaines du mouvement, un discours qui faisait partie du discours hégémonique à propos des Gilets jaunes. Les choses ont bien changé depuis, très largement changé.
Et ces questions identitaires, blanches, xénophobes, semblent ne plus faire partie des revendications fondamentales des Gilets jaunes, et même plus, disons, être, des questions qui les agitent et qui suscitent leur révolte. Bien au contraire, voilà, ce qu'on constate, c'est une espèce de mouvement des Gilets jaunes vers la gauche. En tout cas, c'est comme ça que, à travers le traitement médiatique, à travers les discours que le mouvement ou que certains membres du mouvement donnent sur lui-même, c'est comme ça qu'on constate les choses. Alors, est-ce que la question raciale devrait être considérée comme centrale dans le mouvement des Gilets jaunes? Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que voilà, il est nécessaire de mettre la race partout parce que c'est ma question. Mais disons, il est certain que poser la question du point de vue international, c'est-à-dire amener au moins la question de l'apartheid global, permet de comprendre pas mal de choses, si vous voulez. C'est-à-dire poser la question des relations nord-sud et quelles sont ses conséquences, c'est quand même quelque chose qui me semble important de faire. Et c'est effectivement quelque chose qui n'est posé que timidement, je crois. Comme d'ailleurs la question, au-delà de cette question qui finalement, si on parle vraiment en langage anticapitaliste, n'est que la question de l'impérialisme, enfin comme elle a été posée par Lénine, évidemment pas dans les diverses retraductions vagues et parfois même quelque peu disons, conspirationnistes qu'on peut trouver ici ou là des usages contemporains du terme d'impérialisme, mais disons l'impérialisme en tant qu'il est un corollaire de la question du capitalisme, eh bien tout cela n'est pas vraiment posé par le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on peut considérer que c'est un petit peu malheureux. Mais effectivement, cette notion de la dignité aussi, comme vous l'avez dit, elle est centrale dans le mouvement, elle est quelque chose qui se revendique, et dans le livre, j'analyse le fait qu'il y a des traditions différentes de l'usage politique de cette notion de dignité. Et il y a une tension dans cet usage de la notion de dignité chez les Gilets jaunes, parce que d'une part, il y a toute une histoire européenne, européocentriste de la dignité, et en gros, il y a une dimension comme ça chez eux, c'est-à-dire, on revendique quelque chose qui est notre droit, qui est notre dû. C'est-à-dire, nous avons droit à une vie digne d'être vécue, la vie qui nous a été promise. Et c'est très bien comme ça, qui irait critiquer ça? Mais ce que j'ai essayé d'aborder dans le livre, c'est aussi la revendication de dignité à partir de la position de ceux qui, historiquement, en ont été absolument dénués, c'est-à-dire à ceux à qui on n'avait pas promis une dignité. Les Européens, les citoyens français blancs, sont ceux à qui une dignité a été promise, en vertu de leur appartenance à cette grande nation. Au contraire, les nègres sont ceux à qui rien n'a été promis. Mais pourquoi je dis qu'il y a une tension maintenant? Parce que, comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui, les Gilets jaunes sont confrontés à une violence policière. Ils voient leurs camarades se faire estropier. Ils voient des mutilés dans leur rang. C'est-à-dire qu'ils vivent des types de violences qui sont proprement, qui ne peuvent être interprétés proprement que comme des preuves qu'on les considère comme moins que des humains. C'est-à-dire qu'on les considère à nouveau comme cette populace qui était tellement méprisée à l'époque de la Renaissance. Et ça, c'est une manière de se rendre compte que cette dignité qu'ils revendiquent, c'est aussi, comme la dignité noire dont je parle, la revendication d'une humanité, non pas à laquelle ils ont droit, mais qu'ils doivent conquérir. Une humanité qui n'est pas simplement que l'État les traite comme ce qu'ils sont, mais qu'en réalité, ce qu'ils sont, l'État, la manière dont il les considère, c'est comme des non-humains ou des moins que des humains. Et qui doivent inventer une forme d'humanité parce que ce n'est pas des humains qu'ils sont. Ils sont considérés comme des animaux ou comme moins que des animaux. Et je pense qu'il y a une tension entre ces deux situations, si vous voulez, qui est quelque chose d'un petit peu nouveau.
les gilets jaunes sont en voie de déshumanisation. Ils sont en voie d'être considérés comme des bêtes. Ils sont nécessairement contraints de se rendre compte de cette situation. Qui sont pris, c'est pour parler comme Bembe, je crois qu'il avait utilisé cette formulation il y a quelques années, ils sont pris eux aussi dans un devenir nègre d'une certaine façon. Quand on leur coupe des mains, comme au Congo, ce qu'on faisait il y a quelques décennies dans l'État libre du Congo. J'ai remarqué que tu parles pas mal de rap, quoi, tu cites beaucoup des rappeurs dans tes interventions. Ouais. Comme je sais plus, je t'ai vu citer Damso, je t'ai vu citer PNL. Et tu puises un peu dans leurs textes pour tes démonstrations, quoi. Et voilà, je me demandais, du coup, qu'est-ce que tu retrouves dans le rap qui fait écho à ce que tu dis, à ce qui te préoccupe? Quand on écoute le rap français, on est, enfin, récemment, j'étais assez, assez étonné par la constance des références à la mort, aux fantômes, c'est des choses comme ça, qui avant que j'écrive ce livre, n'étaient pas forcément des choses qui me frappaient, mais effectivement, maintenant, je me rends compte que c'est assez présent. Et qu'est-ce que j'y retrouve, au-delà de ces références-là, c'est évidemment une question d'affirmation de la dignité. On parle beaucoup de ce que ça représente, l'ego trip dans le rap, machin. Il y a trop d'ego trip dans le rap actuel. Et souvent, on confond l'ego trip avec ce qu'on appelle, je crois, me semble-t-il, dans le jargon un petit peu surfait, bragadicio, c'est-à-dire le fait de se vanter, voilà, le fait d'avoir une espèce de discours sur soi-même, hyperbolique, sur à quel point on est bon, à quel point on est fort, etc. Effectivement, on trouve beaucoup ça dans les textes de rap, mais l'ego trip, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'ego, c'est pas à prendre au sens de l'égoïsme ou de l'égotisme, c'est le voyage intérieur, c'est-à-dire on est dans l'association libre, l'association d'idées, etc. Et ça, c'est, si vous voulez, l'espèce de création en déferlante d'une personnalité sous la forme d'un paysage, quoi. Quand vous écoutez, par exemple, les espèces d'images extrêmement bizarres, et que fait quelqu'un comme Caris, par exemple, vous avez un espèce de paysage mental très étrange qui se déploie et qui se fabrique. Avec des images de guerre, des images d'armes, mais après, des choses un petit peu plus réjouissantes, de la picole, des trucs comme ça. Enfin, c'est une espèce de mélange d'animaux mythiques qui arrivent et de choses un petit peu plus amusantes, un petit peu plus comiques. C'est la fabrication d'une subjectivité noire où, on expose quelque chose, on expose un paysage mental quelque part inattendu. On parle beaucoup des clichés dans le rap, etc., notamment chez quelqu'un comme Caris, etc., Mais quand vous écoutez leur son, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de choses inattendues, beaucoup de références un petit peu étranges, des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est cette espèce de mélange, si vous voulez, c'est-à-dire des clichés qui finalement nous ancrent dans une réalité partagée et commune, c'est-à-dire des choses que tous les Noirs d'une certaine manière, auxquels tous les Noirs d'une certaine manière peuvent se rapporter, je sais pas, le siroc, le siroc que beaucoup de gens aiment bien boire, le KFC que certaines personnes aiment bien manger, pour aller vraiment dans les gros clichés, mais effectivement ces clichés sont bien présents dans les sons. Et après, vous avez des choses qui viennent et qui sont beaucoup plus surprenantes, quoi. Voilà, par exemple, le son de Caris sur le gun salute, et là où il parle effectivement de la mort et de comment sa disparition va être, acclamée par le bruit des fusils, par un salut au canon, un salut par un tir comme pour les soldats qui sont morts. Vous avez là donc cet ancrage
et en même temps une espèce de divagation vers des choses plus inattendues, et où on vous entraîne vers quelque chose d'autre. On fraye des passages vers quelque chose d'autre. Et ça fabrique l'image, ou ça fabrique le paysage mental de nouvelles formes de négritude, je crois. Quelque chose qui montre ce qu'on a en commun, et aussi les horizons étranges et bizarres vers lesquels on est tenu d'aller. Vers lesquels on est tenu d'aller parce que c'est ce qui peut-être pourra construire une nouvelle humanité. Moi, c'est comme ça que je vois ces choses-là, si vous voulez. Le nègre du futur, c'est un être étrange, monstrueux et protéiforme. Et on a ça dans le rap français aujourd'hui. On va peut-être finir là-dessus. C'est pas mal. C'était improvisé complètement, mais franchement, je trouve que c'est pas si con que ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est absurde. Carré se redessine un nouvel imaginaire, Ouais. un nouveau futur Ouais. imaginaire de la négritude. Ouais. On peut dire ça? Ouais, Moi, je trouve carrément. Bah ouais. carrément, c'est vrai, vous êtes d'accord. Ouais, pour moi, c'est un peu il y a quelque chose un peu du Rabelais, du rap français. C'est un peu le mec qui a dit des références à des trucs complètement grotesques. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Après, moi, j'aime moins ce qu'il fait récemment, quoi. Je sais pas, à Bah- partir de Le bruit de mon âme, je trouve que ça devient un peu plus pourri et. Ben franchement, j'ai aimé pas mal de sons dans le dernier, dans le Hors Noir 3. Ouais. Après les deux précédents, il y en avait un que j'avais pas du tout aimé, le Ognu Nakari, ouais. Nakari, j'avais pas accroché. Mais pour moi, le meilleur, ça reste le deuxième, celui qui était le Z2RO. Z2RO, On en reparle 2. non, Z2RO. Z2RO, ouais, vraiment un truc pas très long. Ah ouais, avant Hors Noir, c'était un petit truc que... Mais il faut vraiment réécouter ça. C'est vraiment... C'est cosmique, quoi. C'est cosmique, il trippe complètement. Je sais pas, je pense que c'est pas un truc que les gens écoutent beaucoup. Mais franchement, ça n'a pas mal vieilli, quoi. Et ça commence par Ram-moi, il y a un truc avec une intro à la fight de boxe thaï, comme ça, une espèce d'intro thaïlandaise. Et il parle des terroristes islamistes, comme ça, direct. C'est très... c'est très bizarre, ouais. Je sais plus si c'est celle-là ou dans une autre, dans les eaux internationales, comme les soldats de l'ACMI, des trucs comme ça. C'est le disque qu'il avait fait en revenant du Congo, je crois, justement. Et puis il avait eu des ennuis là-bas. Ouais. Pardon, c'était le disque d'avant, ça. Ouais, c'était le disque d'avant, ouais. 14e Rima, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Mais celui-ci, bon, c'est un peu... C'est pas super, quoi. Enfin, dans le sens où, bon, il n'a pas encore vraiment sa personnalité. Mais ça, voilà, c'est le suivant, le Z2RO. Là, il y a vraiment des sacrées perles, quoi. Il exerce un bon délire, quoi. J'avais juste une question qui revient vraiment pas mal en arrière. C'était concernant le fait que tu as évoqué le fait qu'il y ait comme une résistance perpétuelle en fait, des Noirs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les luttes indigénistes mexicaines. Et je voulais savoir si toi tu avais lu ou été influencé par des lectures comme ça ou pas du tout, ou si tu fais des rapprochements. En fait, un petit peu par capillarité, dans le sens où j'ai lu des auteurs de la tradition décoloniale latino-américaine, comme Enrique Dussel, comme plus récemment Maldonado Torres, Quijano, des choses comme ça que j'ai un petit peu, on va dire, fréquenté, et que je croise parfois des gens qui sont en prise, on va dire, là-dessus, des personnes d'Amérique latine, quelques amis de Brésil, d'autres régions d'Amérique latine. Et de fait, j'ai un peu, comme amateur, disons, mais ce sont des choses qui me, comment dire,
qui m'ont influencé, forcément. Qui m'ont influencé forcément parce que, disons, ça fait partie de la conversation, on va dire ça comme ça. Après, il y a un truc sur lequel, personnellement j'insiste, et qu'on me reproche parfois, justement, c'est que une des caractéristiques, me semble-t-il, de la condition noire, qui fait que, justement, là encore une fois, il y a une tension, et qui fait que la comparaison a ses limites, c'est que la condition noire actuelle est une condition d'exil ontologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité qu'ont les indigènes de toute l'Amérique, et notamment de l'Amérique latine, puisque c'est ceux qui réussissent le mieux. Même si, voilà, en Amérique du Nord, au Canada, il y a aussi des mouvements qui sont très intéressants pour ce que j'en connais. Les Noirs, notamment de la diaspora, ne peuvent pas revendiquer cette appartenance-là. Même si, évidemment, il y a l'horizon africain qui existe. L'horizon africain qui existe. Mais il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent à partir du moment où on pose cette question comme ça. Pour toutes les personnes qui sont issues de l'esclavage en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, au Brésil, etc., quand on leur demande « Vous venez d'où? C'est quoi votre origine ?» Ils peuvent répondre « L'Afrique ». Mais c'est une drôle de situation diasporique que de dire « Mon lieu d'origine, c'est un continent ». C'est pas comme la diaspora algérienne, la diaspora palestinienne, la diaspora libanaise. Ils savent de quel pays ils viennent. Les personnes issues de l'esclavage ne savent pas de quel pays ils viennent. Ils savent vaguement qu'ils doivent venir de l'Afrique de l'Ouest. Tout ce qu'ils savent. C'est une drôle de diaspora, une diaspora où le flou des origines est constant. En outre, autre problème qui se pose pour les personnes issues de l'immigration, plus là en Europe, issues de l'immigration coloniale, post-coloniale, c'est que, comme le disait Lumumba, que je cite, dont je cite un des discours, le discours à l'indépendance, en exergue dans les chapitres du livre, c'est que la colonisation, c'était une situation où les Africains se sont trouvés exilés sur leur propre terre. C'est-à-dire que c'est une situation de dépossession du sol même sur lequel on marche. Et les différents types de migration à l'intérieur du continent africain, et aussi celle dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le désir de migrer en traversant la Méditerranée, sont des preuves d'une impossibilité, très souvent, d'appartenance à ces espèces de zones dont on connaît le traçage arbitraire à la conférence de Berlin et après, de faux pays, de pays, comment dire, de nations de bric et de broc, que sont les nations qui ont été constituées par le pouvoir impérial et colonial. On a là des appartenances qui sont des appartenances compliquées, qui ne sont pas des appartenances simples. C'est-à-dire que vous appartenez à des États dont vous voyez bien que ce sont des États qui sont, allez, pour utiliser les mots, les mots maudits et les mots à la mode de l'ennemi, mais qui sont des États structurellement faillis, c'est-à-dire des États qui ne sont pas capables parfois d'assurer le monopole de la violence légitime sur leur propre territoire, qui sont juste des fournisseurs de services pour des multinationales européennes et pour des États européens parfois. Qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est-à-dire, à quel type d'État vous appartenez? À quel type de nation vous pouvez appartenir? C'est ça que j'appelle cet entrelacement de problèmes de l'appartenance que j'appelle l'exil ontologique, qui fait que on ne peut pas faire de translation claire entre ce qu'est la situation des Amérindiens et ce qu'est la situation des Noirs partout où ils sont. Et évidemment, peut-être que le panafricanisme, dans son histoire, est
le seul remède, si vous voulez, conséquent à cette situation d'exil ontologique africaine. C'est la seule qui peut redonner du sens à ce que signifie être africain ou être nègre dans ces conditions de désorientation et de violence globale dont nous sommes issus. Puisque tu parles de remède à la situation, j'avais juste une autre question qui traînait aussi. En gros, dans une interview, je crois que tu parles avec Tristan Garcia. Je crois que tu lui dis à un moment que toi, ta définition de l'homme, ou de l'exception humaine, c'est l'animal révolutionnaire. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu penses que de cette situation d'apartheid global dont tu parles, où tu es très critique vis-à-vis de l'État, des institutions, etc., est-ce que tu penses qu'il y a de sortie que révolutionnaire de cette situation ou pas ? Je pense, oui. Je pense qu'il y a de sortie que révolutionnaire. Je pense que l'émergence du panafricanisme dont on vient de parler là pourra passer que par une succession, si je puis dire, d'avancées de type révolutionnaire. Je pense que la transformation qui est nécessaire pour, les anciennes métropoles coloniales, et on en a la preuve avec ce mouvement des Gilets jaunes dont on a parlé tout à l'heure, ne peut passer que par une intensification constante de type de coup de pression, politique dans la rue de plus en plus intense, puisque rien d'autre ne semble pouvoir fonctionner. Je pense que ça passe, et il n'y a pas d'autre choix, puisque à la base, qu'est-ce que c'est que l'attitude révolutionnaire ? C'est, je dirais, in nuce, peut-être c'est pas très rigoureux d'un point de vue, si vous voulez, strictement matérialiste du terme, mais ça passe quand même fondamentalement par le sentiment clair de l'absence de toute légitimité des institutions qui nous gouvernent. C'est-à-dire que c'est la condition fondamentale du passage à l'action, de se rendre compte que l'ennemi qu'on souhaite affronter n'a aucune légitimité dans ce qu'il fait et qu'en conséquence, sa destruction, totale ou partielle, est une possibilité non seulement ouverte, mais une possibilité qui mérite qu'on ne prenne pas de pincettes. Et je pense que dans la situation française, on voit bien que la légitimité derrière laquelle s'abrite le gouvernement actuel devient de plus en plus, de plus en plus précaire. Et le caractère devient son caractère non seulement d'illégitimité, mais son caractère de mépris structurel devient de plus en plus clair. Et en conséquence, ça met du charbon dans le fourneau de l'attitude révolutionnaire ou de la logique révolutionnaire, sinon de la révolution elle-même, en tout cas de la possibilité de se situer dans cet horizon. Vous voyez ce que je veux dire ? Comment croire que ce gouvernement est légitime ? Comment croire que Macron est légitime ? Comment se raconter encore des histoires à cet égard-là, avec tout ce qui se passe ? Parce que ça commence simplement comme ça, par cette conviction inébranlable que l'État auquel on fait face et ses sbires, ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ça n'est pas trop... T'as regardé l'heure pour pas trop... Il est midi 5 là. D'accord. Donc on est tranquille. Mais ouais, en tout cas, il est tellement plus légitime l'État que là, les seules mesures qu'il trouve pour répondre à la crise de légitimité, justement, c'est des mesures répressives, quoi. Et c'est justement d'interdire les manifs non déclarés maintenant, et puis de poursuivre systématiquement tous les appels à la violence, quoi, maintenant. Donc, ouais, c'est ça.
ce sont bien, à proprement parler, des mesures contre-révolutionnaires. C'est la définition même des mesures contre-révolutionnaires, pour le coup. Et s'il y a des mesures contre-révolutionnaires, c'est bien qu'il y a des attitudes et des pratiques révolutionnaires qui sont en train de se mettre en place. Je ne suis pas en train de dire que la révolution, c'est pour demain, ni même pour après-demain. Mais ça... Comment dire ? L'idée me semble faire son chemin. Et en plus, il y a quand même dans ce pays, il faut bien qu'il y ait des bonnes choses, une facilité à recourir au vocable révolutionnaire vu l'histoire de cette nation, qui fait que, bon, je pense que ça va nécessairement faire son chemin, quoi.